Grand Joe pour les forces armées maliennes. Oui, bravo aux femmes. À travers l'opération Djougounini, elles ont neutralisé le 28 avril dernier Abou Ouzeifa Di Hugo. Il était l'un des chefs terroristes dans la zone de Diliman, dans la région de Menaka. Assure tout à l'heure les temps forts de cette opération dès le début de ce journal. Dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Les délégués travaillent sur les recommandations de 5 commissions thématiques. Le tout se déroule dans la franchise et la cordialité. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue, les informations. Le 28 avril dernier, Abou Ouzeifa Di Hugo, l'un des plus grands chefs terroristes dans la zone d'Endeliman, dans la région de Menaka, a été neutralisé par les forces armées maliennes. Planifié, mené avec professionnalisme, les femmes, à travers l'opération Djougounini, ont mis hors d'état de nuire Abou Ouzeifa Di Hugo. Il faut souligner que le terroriste Abou Ouzeifa Di Hugo était impliqué dans beaucoup d'attaques dans la zone des 3 frontières. Sa tête avait même été mise à prix par les Américains pour 3,4 milliards de francs CFA. Les temps forts de cette opération Djougounini avec des images exclusives au RTM, c'est avec Ibrahim Traoré. Les forces armées maliennes sur le terrain sont fortement engagées pour rechercher et neutraliser les groupes armés terroristes. Des missions conjointes sont menées sur tout le territoire, à terre et dans les airs, pour traquer les ennemis et les mettre hors d'état de nuire. C'est justement au cours d'une de ces opérations, le 28 avril dernier, que les FAMA ont neutralisé l'un des redoutables chefs terroristes du nom de Abou Ouzeifa Di Hugo. Retour sur une opération d'envergure menée avec professionnalisme par les FAMA. Ce dimanche, 21 avril 2024, à 6h du matin, les troupes de plusieurs bataillons étaient mobilisées pour le départ dans la zone de Dangourou, sous le commandement d'officiers maliens. Pour eux, il était temps de mettre en pratique leur stratégie d'exécuter l'opération qu'ils ont minutieusement et patiemment planifiée depuis quelques jours. Tous les détails opérationnels, logistiques, météorologiques, informationnels sont étudiés et connus. Avec le moral au top, la rage de combattre avec fierté, le départ est donné. Objectif de cette opération de grande envergure dans le Liptako, secteur de Indeliman, traquer et neutraliser les groupes armés terroristes, mais aussi de sécuriser cette partie du territoire malien et protéger les braves populations. Avant même d'arriver dans la zone ciblée, première embuscade déjouée par les FAMA lors de la traversée du fleuve Niger. Des terroristes neutralisés ainsi que du matériel de guerre récupéré. Les troupes continuent leur progression durant 6 jours sous haute tension et en alerte maximum. Plusieurs embuscades ont été déjouées. La détermination des troupes au sol avec l'appui des vecteurs aériens ne laisse aucun répit aux groupes terroristes qui fuient en laissant derrière eux des armes et munitions, des moyens de communication, des tenues militaires et même du matériel roulant. Fafa, Amalounou, Tin Dimbali, Indeliman, Tin Agoref, forêt de Sorori, Dangarous, Inaïs, Tiringit, toutes ces localités ont été passées au peigne fin par les FAMA. L'étau se resserre inexorablement sur les forces obscurantistes qui cherchent désespérément un trou de souris pour s'échapper. Malgré la fatigue qui se fait sentir, les FAMA marchent sans répit, traquent l'ennemi sans relâche. Le dimanche 28 avril 2024, aux environs de 12h30, un important accrochage se déclenche à Indeliman. Les FAMA sentent de la résistance, mais les troupes s'y attendaient. Après plusieurs heures de combat, l'heure est au bilan. Plusieurs terroristes neutralisés, y compris le renommé Abou Ouzeifa Di Hugo. Ce terroriste étranger de grande renommée, auteur de plusieurs exactions sur les populations civiles innocentes et des attaques contre les forces armées des pays de l'AES et des forces étrangères, était recherché depuis plusieurs années. Pour rappel, sa tête avait été mise à prix à 3,4 milliards de francs CFA par le département d'État américain pour sa responsabilité dans la mort de 4 soldats des forces spéciales américaines lors d'une violente embuscade à Tongo Tongo au Niger en octobre 2017. Les FAMA ont réussi à le neutraliser là où les plus grandes puissances n'ont rien pu faire pour l'arrêter et mettre fin au massacre dont il est l'auteur. Après plusieurs mois de traque et une stratégie savamment mise en place,
L'opération est une réussite. Les Famas ont rendu justice à ces milliers de familles endeuillées et détruites par ce sanguinaire. Grâce à un spectaculaire coup de maître tactique des Famas, ce tyran des sables qui se croyait invincible servira de leçon. Et pourtant, le ministre de la Défense, colonel Sadio Camara, avait prévenu. Hugo n'a pas écouté le message et les autres sont avertis. Soyez sûrs de ne jamais retrouver le repos, du moins jusqu'à ce que nos bombes et nos troupes d'assaut vous traquent et vous envoient vers le repos éternel. Place à présent au dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Les travaux en plein air ont démarré hier. Les délégués sont sur les recommandations des 5 commissions thématiques. Les travaux se déroulent dans la franchise et la cordialité. Bemba Sivi nous fait le point. Ouverture de la séance plénière du dialogue intermalien. Sans d'autres formes de protocole, le président du comité de pilotage a engagé les travaux car il faut aller vite et même très vite. Chaque seconde compte pour analyser et amender ou non les recommandations des 5 groupes thématiques. Et c'est la commission paix, réconciliation et cohésion sociale qui a ouvert le bal. La dite commission a retenu 42 propositions lues devant l'Assemblée. Elle vise à asseoir une paix durable. Parmi ces recommandations, vous avez vu qu'on a beaucoup mis l'accent sur le dialogue inter- et intracommunautaire. Et il faudrait qu'en tant que Maliens, qu'on se pardonne. Et donc nous avons mis parmi nos recommandations une journée nationale de la repentance et du pardon. Nous avons proposé qu'il y ait une charte nationale. Cette lecture est suivie de débats directs et cordiaux sans langue de bois. Même scénario avec la commission en charge des questions politiques et institutionnelles qui a présenté 64 recommandations aux délégués du dialogue intermalien. Nous avons constaté que en fait, la démocratie est mal appréciée chez nous ici parce que ça ne tient pas compte de nos valeurs sociétales. Donc il est important aujourd'hui en tout cas d'adapter la démocratie à nos valeurs sociétales. Adapter la démocratie à nos réalités sociales et culturelles. Changement de paradigme, c'est l'esprit qui sous-tend également les 64 recommandations de la Commission géopolitique et environnement international. Tout ce que le Mali a comme atout au plan de la géographie, ce que le Mali a comme atout malgré sa continentalité. Justement, sur ce point, la Commission économie et développement durable a partagé une liste de 59 recommandations pour un Mali prospère. La première résolution est en lien avec la sécurité et la souveraineté alimentaire. Un peuple qui a faim n'est pas un peuple libre. La deuxième recommandation, c'est la reprise en main de tous les secteurs économiques clés de notre économie. Tout cela est sous-tendu par la défense et la sécurité du territoire national, des personnes et de leurs biens. À ce niveau, les membres de la commission ont fait 73 recommandations. De donner tous les moyens nécessaires aux forces armées et de sécurité pour qu'elles soient performantes, pour qu'elles assurent la sécurité des personnes et des biens, pour que les zones de défense soient autonomes. Et aussi, on a fait des recommandations fortes en termes de démobilisation, d'intégration, et des membres des combattants des groupes armés. La sécurité reste donc la grande priorité pour permettre un développement durable du Mali. Le dialogue intermalien est un cadre où tous les Maliens se retrouvent avec comme enjeu la restauration d'une paix durable. Tous les délégués du nord au sud, du centre, d'est en ouest et des Maliens établis à l'extérieur s'accordent sur le bien fondé du dialogue. Tout le monde estime que le dialogue intermalien est le seul moyen efficace pour aspirer à une paix durable. Aridjouma Tina. Avec comme enjeu la restauration d'une paix durable, la cohésion sociale, l'implication de la population, la sécurité en passant par le développement, le dialogue intermalien initié par le président de la transition, chef de l'État, s'avère comme la voie la plus efficace, nécessaire, voire incontournable pour parvenir à la paix. D'où l'entière satisfaction des délégués présents aux travaux de la phase nationale du dialogue qui profitent de l'occasion pour inviter l'ensemble des Maliens à s'approprier le processus.
La paix doit passer par le dialogue et non par les armes. Ce dialogue, c'est vraiment une aubaine pour les peuples maliens. C'est une opportunité énorme pour les peuples maliens de s'asseoir et de discuter ensemble des défis et des problématiques qu'on vit depuis des années. Un vibrant message à tous les peuples maliens, à tous les dignes fils du Mali, vraiment de s'asseoir et de discuter de leurs problèmes ensemble. On remercie Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, pour cette initiative. Et pour nous, cette initiative est une occasion donnée à tous les Maliens de se retrouver, de discuter à nouveau de leurs problèmes, à nouveau de tous les problèmes que les Maliens ont et trouver leurs solutions. Le message que j'ai à l'endroit de mes frères, sœurs maliens, de venir se donner la main pour construire le Mali. Le dialogue, vraiment, c'est très, très important pour nous. Parce que ça peut nous donner de la paix. Ça va nous créer aussi de développement. Le dialogue a toujours été une de nos valeurs ancestrales. Il est ainsi important qu'on revienne à cela, gage de paix et de développement durable. Il est important que les gens prennent ce dialogue-là, tous les peuples prennent ce dialogue-là comme une solution malienne, intermalienne et pour l'avenir aussi de la stabilité du Mali. Et je pense que ce dialogue peut régler beaucoup de nos problèmes. Et je pense que dans l'ensemble des commissions que j'ai fréquentées, je crois que tous les problèmes ont été discutés correctement et que des propositions ont été faites correctement aussi pour la stabilité, l'unité du Mali, la stabilité du Mali, la réconciliation et le vivre ensemble de tous les peuples maliens. Quels que soient nos problèmes, il faut qu'on règle nos problèmes entre nous Maliens. Je pense que c'est des trucs très importants. Et je pense qu'avec l'expérience de chacun de nous qui est là, et aujourd'hui on peut sortir de cette crise. J'ai constaté que tout le monde sont intéressés pour qu'on puisse sortir de cette crise qu'on est en train de vivre depuis 2012 jusqu'à nos jours. Et c'est ça mon sentiment par rapport à tout ce qui est en train de passer. Le dialogue intermalien amorce son dernier virage à la faveur des travaux de la phase nationale qui sont en train d'être exécutés avec dévouement et responsabilité par les différents délégués. Pour la réussite du dialogue intermalien, le président de la transition a souhaité une inclusivité. Les jeunes et les femmes ont bien compris le message et savent qu'ils ont leur mot à dire pour la paix et la stabilité du Mali. Ils sont représentés dans toutes les commissions. Awadit Makamara nous en parle. Les voix des femmes et des jeunes se font entendre à la tribune des 1000 places du CICB en ce 3e jour du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. Ce consulat nous avait été promis depuis Ateti. Après Ibeka, jusqu'à présent, nous n'avons pas eu ce consulat. Cette voix forte et engagée est celle de Ramata, représentante engagée de la diaspora. Elle prend la parole au nom de milliers de Maliens vivant en France. Ramata met le curseur sur les défis auxquels sont confrontés les Maliens de la diaspora, notamment en matière d'accès aux services consulaires et à la participation politique. Pourquoi nous demandons un deuxième consulat ? Parce que, vous savez, le consulat est submergé. Et les papiers à l'extérieur, en tout cas en Europe et en France particulièrement, les papiers sont très importants. Fatoumata joint sa voix à celle de Ramata pour donner plus d'écho aux préoccupations et aux attentes de la jeunesse et des femmes. On n'est pas au moment des séparations. Maintenant, on doit faire la paix. Toutes les associations, le Haut Conseil est reconnu. Donc, toutes les associations doivent venir au Haut Conseil pour qu'on puisse travailler ensemble et aider les Maliens. Si le Haut Conseil aide, l'autre association aide aussi. Ainsi, les deux groupes démographiques, à savoir les jeunes et les femmes, constituent l'épine dorsale d'une nation. Il est donc inimaginable qu'ils soient en marge du rendez-vous de l'histoire. Les femmes sont venues de tous les horizons, de toutes les parties du Mali et même à l'extérieur. Elles sont venues valablement représenter non seulement le Mali, mais surtout parler des problèmes spécifiques que les femmes rencontrent. Et j'ai constaté qu'au cours des interventions, les femmes ont mis le doigt sur les problèmes réels du Mali, et surtout elles ont démontré qu'elles peuvent participer
à la prévention, à la gestion et au règlement des conflits. Les femmes de toutes les couches et pratiquement des organisations du Mali sont là et s'expriment sur les questions de développement durable, sur les questions politiques. Elles sont en train de se prononcer également sur la paix et la réconciliation. Dans les couloirs de la rencontre, l'énergie des jeunes se fait sentir avec des idées fraîches et dynamiques. Ils enrichissent les échanges et apportent des idées novatrices. Rassembler non seulement les jeunes autour du Mali, de les faire revenir dans le patriotisme, parce que c'est ce qui a un peu disparu, et les orienter vers une idéologie non seulement nationaliste et patriote. En tout cas, les femmes et jeunes profitent aussi de ce dialogue pour partager leurs défis, leurs espoirs et leurs rêves pour un Mali meilleur. Une dynamique qui vise à accompagner le président de la transition qui dit fonder beaucoup d'espoir sur cette jeunesse. Autre sujet de ce journal, les populations de Missala dans la commune de Kalabankoro ont bénéficié d'une adduction d'eau. C'est dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Ce geste de solidarité vise à atténuer la souffrance des femmes et des enfants de la localité de Missala. Compte rendu signé Ibrahim Kaou Konati. À Missala, dans la commune de Kalabankoro, la population vient de bénéficier de la générosité du président de la transition, Assimi Goïta, à travers la réalisation de cette adduction d'eau. Ce forage va diminuer considérablement la souffrance des femmes et des enfants de la localité de Missala. Cette action de bienfaisance du président Assimi Goïta prouve à suffisance qu'il ne nous a pas oubliés. Cette adduction d'eau va beaucoup nous aider. Cette campagne d'installation de fourrage au bénéfice de la population démunie est conduite par le conseiller spécial du président de la transition. Aujourd'hui, c'est l'opération d'inauguration du fourrage à Bamako et environ qui continue à travers les œuvres sociales du président de la transition qui a voulu donner de l'eau potable aux populations maliennes. L'accès à l'eau potable, ce n'est pas facile. Le président l'a senti, l'a compris et a voulu apporter son aide et sa solidarité aux populations maliennes en général et aux plus démunis en particulier. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 330 fourrages. Ça va continuer sur toute l'étendue du territoire malien. Pour rappel, lors de son investiture, le président de la transition s'est engagé à allouer les 2 tiers de son fonds de souveraineté au bien-être de la population malienne. Direction Kidal, là-bas, l'on évalue la mise en œuvre du PRODES à travers le rapport d'activité et le bilan 2024 et aussi échanger sur le plan opérationnel 2025. Ces assises du comité régional de coordination et d'évaluation du PRODES regroupent plusieurs acteurs de la santé venus des cercles de la région de Kidal. Reportage signé Moriba Keïta, Moussa Togo. Ces assises du comité régional de coordination et d'évaluation du PRODES 2024 dans la région de Kidal se tiennent dans un contexte particulièrement marqué entre autres par la libération de la région par les forces armées maliennes, le retour de l'administration et des services sociaux de base. Dans le souci d'optimiser l'utilisation des ressources mobilisées par l'État et ses partenaires au nom des 2 ministres en charge du secteur santé, développement social et promotion de la famille, je vous invite à des échanges francs et fructueux et en tenant compte des 6 axes prioritaires de l'orientation stratégique. C'est ainsi pour moi l'occasion ici devant vous ce matin de réitérer l'engagement des partenaires techniques et financiers à accompagner les secteurs de la santé, du développement social, de la promotion de la femme dans notre région et ceci particulièrement pour le bien-être des populations vulnérables, surtout les femmes et les filles. Le directeur des cabinets du gouverneur de la région de Kidal, dans son discours, a félicité et encouragé les équipes socio-sanitaires pour ces résultats encourageants obtenus. Cependant, il reste certains défis à relever, au nombre desquels le retour du cadre organique de gestion des districts sanitaires, la relance des systèmes de référence évacuation, la création des structures SONIP, la réhabilitation, construction des infrastructures et équipements des CCRF et CESCOM, l'amélioration de la promptitude des rapports, la reconstitution des bases de données fiables des couches vulnérables,
la satisfaction des demandes des personnes vulnérables. À l'issue de ces assises, des documents seront soumis afin de doter la région de Kidal d'un plan opérationnel réaliste et centré sur les préoccupations réelles des populations conformément à la volonté des plus hautes autorités sous l'impulsion de son Excellence colonel Assimi Goïta, président de la transition. À Kita, les acteurs intégrés planchent sur la révision du plan de contingence régionale multirisque. C'est à la faveur d'une session de 2 jours, nous dit Mahamadi Aliou Bari. 2 jours durant, les participants qui sont les autorités administratives politiques, bref, toutes les couches socio-professionnelles de Kita ont échangé aussi bien qu'en plein air que dans le groupe de travail, entre autres sur le bilan de la gestion des risques de catastrophes survenus en 2023 dans la région de Kita, la méthodologie d'élaboration d'un plan de contingence multirisque et procéder à la validation des contingences retenues. Comme vous le savez, le monde en général et le Mali en particulier est confronté à des catastrophes. Cette année, nous sommes là encore pour réviser ce même plan, étant donné que la région de Kita n'a pas connu de cas d'inondation l'année dernière. Donc c'est un outil de travail qui permet au service de la protection civile d'anticiper sur la survenue des urgences, sinon des aléas au sein de la région. Pour cette initiative d'anticipation qui permettra, j'en suis convaincu, de prendre en compte les préoccupations de la région de Kita en matière de risques. Cet exercice a permis aux participants d'apprécier les progrès réalisés, mais surtout d'identifier les gaps et dégager les conditions d'amélioration. Il est essentiel de comprendre que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est en constante évolution. Les menaces et les risques auxquels nous sommes confrontés sont de plus en plus complexes et imprévisibles. Les catastrophes naturelles, les pandémies et de nombreux autres scénarios nous rappellent à quel point il est important d'être préparé et de pouvoir réagir rapidement et efficacement. Cet atelier consistait à réviser le plan de contingence multirisque de la région de Kita, voir ensemble avec les différentes parties prenantes, les services étatiques, les ONG, les partenaires humanitaires, quelles sont les contingences, les risques majeurs susceptibles de se produire dans la région de Kita courant 2024. Au terme des travaux de cet atelier, plusieurs recommandations ont été formulées qui sont entre autres l'identification, l'aménagement et l'immatriculation du site d'hébergement, la sensibilisation des populations sur les risques et le prépositionnement des stocks d'urgence dans la région. Mahamadi Aloubari depuis Kita. Mesdames, Messieurs, merci. C'est la fin de ce journal. À 20h, vous serez avec Khadija Kone pour la grande édition du soir. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de l'ERTM.